Merci encore une fois d'avoir choisi ce rendez-vous du journal. Chers téléspectateurs, nous sommes le 29 juillet 2021. En voici d'abord les principaux titres. Le pouvoir de Guy Tega se ressaisit. Le ministre de la Santé a officiellement accepté d'accueillir le vaccin sur aide de la Banque mondiale. La classe politique de l'opposition s'en réjouit et fait savoir que cela va permettre de protéger la population contre la pandémie de Covid-19. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques demande au gouvernement du Burundi de faire preuve de transparence dans la gestion de l'argent du Fonds monétaire international alloué à la lutte contre la Covid-19. Puis les propos du procureur général Sylvestre Nyandoui sur les disparitions forcées choquent les défenseurs des droits humains. Le FOCODE demande au patron de la justice burundaise d'éclairer les familles des personnes disparues, comme il affirme qu'ils se sont fait enrôler dans des groupes rebelles. Voilà pour les titres. Le procureur général de la République du Burundi admet qu'il s'opère ces derniers jours dans le pays des arrestations et enlèvements. Selon Sylvestre Nyandoui, les auteurs de ces enlèvements se font passer pour des agents de sécurité. Dans un point de presse qu'il a animé ce mercredi, le procureur général de la République a indiqué également qu'il y a des personnes qu'on déclare enlevées alors qu'elles ont rejoint des groupes rebelles. Suivez. Il s'observe depuis un certain temps une situation sécuritaire troublée dans quelques coins du pays par des personnes qui commettent des actes de violence. Certains attentent à la vie des administratifs ou ils y lancent des grenades dans des lieux publics. D'autres tendent des embuscades sur les routes où ils brûlent des véhicules et tuent sans distinction ceux qui se trouvent à bord. Il y a un autre phénomène criminel dont il est fait état sur les réseaux sociaux ces derniers jours, à savoir celui de personnes kidnappées par des criminels qui se déguisent en forces de sécurité. Cependant, certaines de ces allégations de personnes disparues sont mensongères. Le cas illustratif est celui d'une personne répondant au nom de Toi Pascal Dorutana, dont on avait annoncé l'enlèvement, mais que l'on a retrouvé dans un cachot de Makamba où il est en garde à vue, poursuivi pour des actes criminels qu'il aurait commis. De même, des personnes partent pour se faire enrôler dans des groupes armés sans en informer leur famille et celles-ci croient à tort qu'elles ont été enlevées. Je voudrais informer l'opinion que des dossiers ont été ouverts par le ministère public pour les cas qui ont été portés à sa connaissance. Certains auteurs de ces crimes n'ont pas encore été identifiés et les enquêtes sont toujours en cours. La campagne d'Ondesa s'inscrit en faux contre ces propos du procureur général de la République selon lesquels ceux qui ont disparu sont dans des groupes rebelles. Selon Pacifique Ninazoué, les auteurs de ces disparitions sont des agents de l'État qui le font parfois en présence des familles des victimes. Il demande au procureur général de la République d'éclairer les familles des victimes. Suivez. Premier argument de Sylvestre Nyandoui, c'est de dire que ce sont des criminels déguisés en agents de services de sécurité qui kidnappent les citoyens du Burundi. Mais ici, il n'a montré aucune enquête qu'il aurait menée sur ce phénomène de kidnapping. Or, dans les enquêtes menées par le FOCODE, nous avons découvert que dans la plupart des cas, les familles connaissaient l'auteur de la disparition. Ceci parce que, dans plusieurs cas, des agents des services de sécurité ont arrêté les victimes dans les familles, devant les membres des familles. Et dans d'autres cas, les victimes ont été arrêtées ou enlevées par des agents des services de sécurité en public, alors qu'il y avait des témoins. Nous avons un exemple. Le 8 octobre 2020, Gérard Ndaïsenga, qui était alors chef du service national de renseignement en province Moaro, a arrêté 7 militants du parti CNL originaires de la commune Kiganda, province Muramvya. Il les a arrêtés au chef-lieu de Moaro, un endroit communément appelé
Kouridjit. Et depuis cette arrestation, 5 militants du parti CNL sont introuvables. Est-ce que dans cette situation, il faut considérer Gérard Ndaïsenga comme un criminel qui se serait déguisé en agent des services de sécurité, ou il faut le considérer comme un officier du service national de renseignement qui a fait disparaître des citoyens? Et ici, il y a lieu de poser la question à Sylvestre Niandoui, pourquoi depuis près d'une année, il n'a pas mené d'enquête sur ces disparitions, alors que c'est un cas très connu, et pourquoi il n'a pas convoqué Gérard Ndaïsenga pour qu'il s'explique, pour qu'il rende compte de ce qu'il a fait le 8 octobre 2020 à Moiro. Deuxième argument de Sylvestre Niandoui, c'est de prendre un cas isolé comme une allégation mensongère de disparition forcée ou de kidnapping de citoyens. Or, ici aussi, il s'agit d'un cas très préoccupant. Il a parlé de Toyi Pascal. Dans l'expérience que nous avons dans la campagne d'Ondesa, lorsque des personnes sont sorties de cachot nuitamment et lorsqu'ils sont détenus dans des lieux non communiqués aux familles, cela peut facilement conduire à des cas de disparition forcée ou à des cas d'exécution extrajudiciaire. Troisième argument de Sylvestre Niandoui, c'est de dire que les personnes présumées victimes de disparition forcée auraient rejoint des groupes armés sans informer leurs familles qui continuent à considérer que les leurs ont été enlevés. Alors, ce qui m'intrigue ici, Sylvestre Niandoui, encore une fois, ne montre pas d'enquête qu'il aurait menée sur ces cas. Et si ces gens n'ont pas informé leur famille, est-ce qu'ils ont informé Sylvestre Niandoui, puisque Niandoui n'a pas mené d'enquête sur les cas? Comment a-t-il su où se trouvent les victimes de disparition forcée? Et ici, il y a aussi des interrogations. Selon le président Ndayishimiye, les présumées victimes de disparition forcée seraient des criminels qui ont commis des crimes au Burundi et qui se cacheraient au Rwanda. Selon Sylvestre Niandoui, procureur général de la République, il s'agit des gens qui ont rejoint des groupes armés. Selon Gérard Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale, il s'agit des gens qui ont répondu à des appels de Burundais en exil qui les invitaient à quitter le Burundi pour avoir des visas pour l'Europe ou pour l'Amérique. Et enfin, pour la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, leurs enquêtes ont montré qu'il n'y a pas eu de disparition forcée au Burundi en 2020. Donc pour eux, il n'y a plus de disparition forcée. Et on se demande, mais qui faut-il croire entre toutes ces autorités? Ce que les autorités racontent, est-ce que c'est sur base des enquêtes sérieuses ou elles racontent tout ce qui leur passe dans leur tête? Pour nous, il n'y a qu'une seule ligne pour toutes ces autorités, c'est le déni, c'est la négation du phénomène de disparition forcée, parce qu'elles savent que c'est un crime extrêmement grave, mais aussi parce qu'elles savent que la continuation de ce crime contredit les messages qui sont insensés, qui sont envoyés à la communauté internationale, qu'il y aurait une amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi, alors que le régime continue les mêmes crimes de violation grave de droits humains comme le régime précédent de Pierre Nkurunziza. Les propos du procureur de la République témoignent une honte des juridictions burundaises en tant que première responsable chargée d'assurer l'ordre public dans le pays. Ces propos sont du président du parti UPRONA de l'opposition. Pour Charlène Nditije, il ne fallait pas condamner ces enlèvements sans enquête ni jugement, ce qui est une façon pour lui de couvrir les véritables criminels. Selon le professeur Nditije, sous d'autres cieux, le procureur de la République devrait être rapidement démis de ses fonctions. Et pour nous, c'est un véritable scandale. Je dirais que c'est une honte pour les juridictions et la justice burundaise. Normalement, le procureur général de la République est le premier responsable, il est le responsable du ministère public, c'est-à-dire qu'il est chargé d'assurer l'ordre public au niveau national. Et quand il y a un crime qui est commis ou un délit qui est commis et quelque part, il doit s'autosaisir et envoyer les officiers du ministère public pour enquêter et se rendre sur les lieux pour enquêter sur ce délit, ce crime et traduire les coupables devant les juridictions compétentes pour qu'ils répriment ces crimes. Alors, la question qui se pose par rapport à ces gens qui sont portés disparus,
et qu'il accuse d'être entré dans les mouvements armés, c'est de savoir quand a-t-il interrogé ces gens, qui a-t-il envoyé, où les a-t-il trouvés pour qu'ils puissent affirmer une telle affabulation. Et il les condamne donc sans enquête ni jugement. Et pour nous, c'est une façon de couvrir les criminels qui commettent ces délits qui perturbent l'ordre public. Et sous d'autres cieux, normalement, ils devraient être rapidement démis de ces fonctions pour manquement grave à la déontologie et à l'éthique et même à la loi burundaise. Malheureusement, au Burundi, la justice est inféodée à l'exécutif. Je dirais que c'est un instrument usé et rusé du pouvoir exécutif. On n'attend rien de bon d'une pareille justice. Le gouvernement de Gitega fait un revirement sur l'usage de la vaccination contre le Covid-19 après une longue période de refus catégorique. Le ministre de la Santé, Tadende Koumana, l'a annoncé ce mercredi dans une conférence de presse. Il a par contre indiqué que Gitega a décliné toute responsabilité pour des éventuels effets secondaires de ces vaccins. Par rapport à la communication qui nous a été adressé par la Banque mondiale concernant les vaccins, l'offre des vaccins. Et le comité a passé en revue la lettre, la correspondance, et a suggéré à ce que le ministère de la Santé puisse disponibiliser le dispositif pour recevoir ces vaccins, mais que le gouvernement ne pourra pas signer aucun engagement parce que, comme vous le savez, et la politique du gouvernement, c'est de pouvoir tester au maximum déjà, mais aussi de suivre les cas positifs, les mettre sous traitement. Mais comme vous le savez, il y a des Burundais ou d'autres expatriés qui ont déjà reçu les vaccins. Et quand les vaccins seront ici, un Burundais qui le désire pourra s'adresser aux structures sanitaires pour avoir le vaccin, mais sans l'engagement du gouvernement, puisque les formulaires qui nous ont été transmis et demander à ce que le gouvernement s'engage à pouvoir gérer ou aussi rembourser les effets secondaires liés à ces vaccins, mais cela n'a pas été accepté par le gouvernement. Mais les donateurs qui voudront disponibiliser les vaccins sont les bienvenus pour pouvoir appuyer dans le sens où le gouvernement ne pourra pas être compromis par les effets liés à ces vaccins. C'est une bonne chose que le gouvernement du Burundi a accepté d'accueillir le vaccin contre la Covid afin que la population soit protégée. C'est l'avis d'Emmanuel Ndereimana, porte-parole de la Sephora Arusha. Il déplore par contre que le gouvernement a décliné sa responsabilité au cas où il y aurait des effets secondaires causés par le vaccin. Nous apprécions le geste, vaut mieux tard que jamais. Vous savez, depuis longtemps, le gouvernement du Burundi a toujours nié l'existence de la pandémie Covid-19 au Burundi, soit disant que le pays est protégé par le Tout-Puissant. Mais il n'est jamais trop tard, comme ils viennent d'accepter que finalement les vaccins peuvent venir et commencer à vacciner la population, c'est une bonne chose. Nous saluons ce geste. Plutôt, nous avons hâte que le début de vaccination commence déjà le plus rapidement possible parce que la population est tellement bien menacée et le pays enregistre des morts du jour au jour. Alors, si le vaccin puisse arriver à temps, ce serait une bonne chose pour sauver la population à temps. Et que les autorités burundaises cessent ce petit jeu de vouloir amener la politique dans la santé publique. Ce n'est pas une bonne chose de jouer avec la santé de son peuple. Vous avez entendu sur la radio RFI et ça nous a choqués tellement, alors que nous savons que le gouvernement du Burundi est le premier responsable du peuple. Pour le peuple, c'est lui qui est le comptable de tout ce qui peut arriver de bon ou de mauvais à la population burundaise. Alors, nier ses responsabilités, c'est vraiment l'équivalent de la démission. Nous ne comprenons rien
Et parce que nous voyons que les gens qui font le pouvoir au Burundi, à partir du président de la République et ses collaborateurs, ils sont dans le jeu politique et économique par rapport à cette situation de la COVID. Et maintenant que la FMI vient d'accepter de financer à l'échelle de 70 millions de dollars, et il commence quand même à sortir un peu du silence pour dire oui, on peut accepter le vaccin. Tout ça, nous savons que c'est à cause de cet argent. On ne sait pas pourquoi ils font et ils prennent le peuple en otage par rapport à ceux qui doivent se décider à temps et sauver la population par ces vaccins. Et puis le Fonds monétaire international a octroyé au Burundi une aide de plus de 150 milliards de francs burundais destinée à lutter contre la pandémie de Covid-19. L'organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, demande aux autorités une gestion transparente de ce fonds pour éviter qu'il soit détourné, comme on l'a déjà vu dans le passé pour les fonds alloués dans la lutte contre le VIH-Sida. Gabriel Ofiri, président de l'Olicom, interpelle le chef de l'État burundais pour qu'il donne un message d'avertissement publiquement aux mandataires qui oseront détourner cette aide de la FMI. Nous avons vu que le gouvernement du Burundi a mené un dialogue concluant avec le Fonds monétaire international. Ce dialogue a abouti à l'octroi d'un montant de 78 millions de dollars américains, c'est-à-dire un montant de plus de 150 milliards de francs. C'est un montant quand même énorme. Je le rappelle, c'est un montant qui sera remboursé par les Burundais. Donc, pour Olicom, il est extrêmement important que ce montant soit géré suivant les principes de gestion internationalement connus. Dans le passé, nous avons assisté à une gestion opaque des fonds octroyés par les partenaires internationaux. Ici, je citerai notamment les fonds qui étaient donnés au Burundi via la CNRS. La CNRS était une commission qui était chargée de gérer les fonds lutte contre le sida. Nous avons vu qu'à cette époque, que les administrateurs locaux, c'est-à-dire les administrateurs communaux, les gouverneurs, même ce qui était au niveau de l'administration centrale, gagnaient des marchés publics en provenance de ces fonds, malheureusement en violation de toutes les procédures en matière de gestion financière. Ce qui est grave, les marchés étaient surfacturés. Ils payaient des factures sur base de fournitures effectives, raison pour laquelle l'Olicom ne veut pas assister à ce genre de choses qu'on avait assisté quand la CNRS était en train de gérer ces fonds, quand nous avons vu que les fonds étaient donnés aux mandataires publics ou à travers les femmes ou les enfants. Donc, pour lutter contre cela, l'Olicom demande d'abord que le président de la République lance un message officiel comme quoi tout mandataire public qui osera tenter à détourner ces fonds, qui sera puni d'une manière exemplaire. Ça, c'est un. De deux, l'Olicom demande au gouvernement de créer un registre national public où toutes les sociétés qui auront la chance de gagner ces marchés, toutes les personnes qui le souhaitent pourraient aller visiter ce registre public pour voir réellement les membres fondateurs de ces sociétés. Eh bien, c'est sur cet élément que nous bouclons ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir.